Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous sommes ravis avec Juliano de vous accueillir sur ce webinaire où nous allons parler d'un sujet alors qui est apparemment très 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 sérieux, mais Giuliano a le talent pour le rendre tout à fait accessible et intéressant. C'est celui de l'optimisation de la sécurité avec ISO 27001. Alors, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. On va se présenter dans une seconde, évidemment, hein. Ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'il y a des tas de problématiques qui tournent aujourd'hui sur le marché, comme Dora, comme NIS2, comme tous ces référentiels-là. Et en fait, la solution quasiment la meilleure, c'est de mettre en place ce type de normes aujourd'hui. Et donc, on va vous parler de ça pour que vous puissiez vraiment prendre conscience que la solution, elle existe. Il y a, j'allais dire, il n'y a plus qu'à, comme disait mon chef, il y a une réponse pour vous aider sur ce chemin-là, de mettre en place des outils et des techniques tout à fait concrètes pour réduire les vulnérabilités. Alors, je vais commencer par demander à Giuliano de bien vouloir se présenter parce que c'est quand même notre invité. Merci beaucoup, Marc-Noël. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Giuliano Ippoliti. Je suis formateur en cybersécurité et directeur de la cybersécurité au sein d'un fournisseur de cloud français qui a mis la sécurité vraiment au cœur de son offre de services, donc notamment à travers la qualification Secnum Cloud et bien sûr ISO 27001. Je suis certifié moi-même ISO 27001, lead implémenteur, lead auditeur, 27005 risk manager. Et je suis un accro des certifications, hein. Je pense qu'on partage ça, Marc-Noël et moi. On est tous les deux dans l'apprentissage continu et c'est vraiment important dans le monde de la cybersécurité. J'ai travaillé depuis plus de 20 ans, depuis plus de 20 ans dans le domaine et j'ai géré plusieurs projets d'implémentation d'ISO 27001 de A à Z. Donc j'essaierai de vous apporter mon retour d'expérience là-dessus. Et on en est gourmand. Et effectivement, bon, moi je suis Marc Delfoel, donc je suis le créateur de Skills for All et puis d'une agence de développement marketing digital Lead Planet. Et on a ceci en commun effectivement avec Giuliano qu'on n'a vraiment pas envie de réinventer la roue en permanence tous les jours. Et au contraire de s'appuyer sur des standards qui sont issus de la consolidation de milliers de personnes en fait à travers le monde et qu'on reprenne ces standards immédiatement pour faire, tout de suite et le plus rapidement possible se mettre en conformité, mais pas juste pour le fait de se mettre en conformité, pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de l'organisation, des outils, des techniques, de la sensibilisation qu'il y a derrière la cybersécurité et les problématiques liées à la cybersécurité. Alors, deux petits mots sur Skills for All. Donc, on est un organisme de formation digital learning. On est également certificateur. On a trois certifications en répertoire spécifique sur la cybersécurité. On fait partie des deux organismes en France qui sont certifiés par le COFRAC sur la cybersécurité. Donc, il n'y a pas un troisième. Il y a Skills for All et puis quelqu'un d'autre que j'adore, mais je ne vais quand même pas les mentionner. On est principalement sur les métiers du digital et on est également centre de bilan de compétences, de manière à fournir un large panel de solutions, en fait, hein, de formation et d'acquisition de compétences et de validation de compétences pour toutes les personnes qui veulent soit venir dans les métiers du digital, soit y rester et y rester à jour le plus longtemps possible. Alors, comment ça va se passer avant de passer la parole à Giuliano, ce qui nous intéresse principalement tous? C'est pendant le 30 minutes, 40 minutes qu'on va passer ensemble, ben en fait, c'est le résultat d'un petit process qu'on fait à peu près tous les mois, toutes les 6 semaines, un webinaire qui traite d'un sujet d'actualité, soit que vous nous avez fait remonter, soit qu'on constate par toutes les discussions qu'on a avec nos différents réseaux de formateurs, avec nos différents clients, les différentes entreprises avec lesquelles on travaille également. On monte des webinaires sur les sujets d'actualité et pour lesquels, bien sûr, on est capable de vous apporter des réponses. Évidemment, n'attendez pas la fin du webinaire pour poser vos questions. Le chat est ouvert là sous nos yeux en permanence. Soit mon équipe, soit moi-même, soit Giuliano, au fur et à mesure, répondront à toutes vos questions au fur et à mesure pour que ce soit vivant et sympa. Parce que attendre la fin pour poser toutes les questions en vrac, c'est pas tellement constructif. Et puis enfin, 10 minutes avant la fin, on va vous proposer un petit cadeau. Parce qu'on est comme ça, on a une nature un petit peu généreuse et on a envie de vous en faire bénéficier
parce que ces problématiques de cyber et les réponses aux problématiques cyber sont extraordinairement prégnantes aujourd'hui. Elles ont donné lieu à un certain nombre de lois de réglementation et il y a un certain nombre d'entreprises qui doivent maintenant mettre en place ça. Et c'est pas toujours facile de savoir par quel bout attraper le sujet. Donc, on va vous faire un cadeau que je suis sûr que vous apprécierez beaucoup. Voilà, j'ai assez parlé. Je passe la main à Giuliano. On t'écoute avec gourmandise. Ah, merci beaucoup, Marc-Noël. Oui, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, commençons par les fondamentaux d'ISO 27001. Donc, ISO 27001 est une norme internationale qui certifie un système de management de la sécurité de l'information. Ne certifie pas un niveau de sécurité dans l'absolu, mais la capacité d'une organisation à améliorer son niveau de sécurité dans la durée. Donc, ce concept vient du monde de la qualité, hein. Donc, ISO 27001 tire son origine d'ISO 9001 là-dessus. Euh, donc, déjà, on peut, on peut dire que n'importe quelle organisation peut envisager d'obtenir une certification ISO 27001, même si son niveau de départ n'est pas un niveau extrêmement fort en termes de cybersécurité. Mais à partir du moment où elle demande sa capacité à améliorer son niveau de sécurité dans la durée, elle peut obtenir la certification. Donc ça, je le précise pour les auditeurs qui voient ISO 27001 comme quelque chose d'insurmontable, qui demande d'avoir une très forte maturité. Certes, ça oblige à s'améliorer en termes de gestion des risques, en termes de documentation, mais on peut être certifié ISO 27001 sans avoir le niveau de sécurité d'une centrale nucléaire. J'ai repris un petit historique de la genèse de la norme. Elle vient de la norme BS 7799, donc ça vient du monde anglo-saxon. Euh, on retrouve un peu toujours cette philosophie très pragmatique de la norme qui vise à trouver le bon équilibre entre sécurisation et contraintes métiers. OK. Donc ISO 27001 prône un alignement de la sécurité avec les exigences du business et avec l'appétence pour le risque et, et les objectifs de sécurité de la direction générale. La dernière version date de 2022 et bah, c'est sur celle-là que cette présentation va se baser. Alors, une première chose importante, donc on pourrait parler d'ISO 27001 bien sûr pendant des heures, mais j'ai essayé de sélectionner des idées très activables. Donc, quand on décide de se lancer dans une certification ISO 27001, il y a deux choix souverains, on va dire, qui s'offrent à l'organisation qui souhaite obtenir la certification. Le premier choix est la définition du périmètre et le deuxième choix, la définition du niveau de sécurité. Donc, commençons par la définition du périmètre. Il y a plusieurs choix possibles. On peut inclure dans le périmètre certains sites géographiques spécifiques, les sièges sociaux, certains de sites secondaires. On peut faire un choix par business unit ou par processus métier. L'idée que je recommande est d'adopter une approche progressive. Donc, commencer par un périmètre qui est restreint mais qui couvre les activités essentielles de l'organisation et éventuellement élargir ce périmètre au fil des audits de certification, sans forcément atteindre un nouveau cycle. La définition du niveau de sécurité est le deuxième levier de souveraineté euh, et ça demande de prendre en compte plusieurs éléments. La nature des informations traitées, le niveau de la menace, les exigences légales et réglementaires applicables. On peut avoir des normes sectorielles spécifiques qui s'appliquent. Donc, Marc Noël l'a cité tout à l'heure, NIS 2, DORA. Je confirme que la conformité ISO 27001 permet de cocher presque toutes les cases de ces deux référentiels qui vont s'appliquer à beaucoup d'organisations, d'entreprises très rapidement. La ressource est disponible aussi. Il ne faut pas tomber dans le travers d'une
estimation du niveau de sécurité à atteindre. Il ne faut pas pécher par excès d'ambition. Et c'est tout à fait conforme avec l'esprit d'ISO 27001 de choisir un niveau de sécurité qui est adapté à son contexte. Il ne faut pas bien sûr tomber dans une sous-estimation non plus. Et c'est pas bon de se faire hacker, on va dire, par un défaut du niveau de sécurité. Mais ISO 27001 ne pousse pas à tomber dans un jusqu'au-boutisme où ben, le niveau de sécurité serait vraiment aligné avec les plus hauts standards possibles. OK. Donc, s'il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Et sinon, on peut passer au slide suivant. Alors, l'une des choses que ISO 27001 oblige à faire est de passer d'une forme de culture orale à une culture écrite. Donc, ISO 27001 oblige à documenter ce qu'on fait autour de la sécurité, à dire ce qu'on fait, puis à faire ce qu'on dit. C'est ce qui sera vérifié lors des audits. Et il y a un certain nombre de documents qui sont incontournables pour obtenir la certification. Alors, cela peut faire peur, bien sûr, quand on voit toute cette liste avec presque une vingtaine de bullet points, on peut se dire, ouais, ça va être extrêmement compliqué de gagner en maturité là-dessus. Mais il faut parfois d'expérience. On peut se rendre compte lors du projet d'implémentation d'un SMSI à certifier qu'on a déjà certains processus qui sont en place, qui tiennent parfois, oui, sur la bonne volonté de certaines personnes, qui ne sont pas formalisés, qui sont dans la tête des gens. Mais le passage à la formalisation n'est pas si douloureux qu'on pourrait l'imaginer. OK. En tout cas, passons à la revue. Je pense que c'est important, les documents exigés. Le premier, c'est la politique du SMSI, politique du système de management de la sécurité de l'information. C'est un document de très haut niveau dans lequel la direction générale, le senior management, pour reprendre le mot de la norme, affiche ses ambitions en termes de sécurité et définit le périmètre. Donc, c'est un document fondateur qui tient en général à une ou deux pages, hein, c'est pas très compliqué, mais matérialise l'engagement de la direction pour la gestion de la sécurité. Cet engagement de la direction est absolument fondamental pour la certification. N'hésite pas à m'interrompre au passage, Marc-Noël, s'il y a des choses qui te parlent particulièrement parmi les choses Avec que plaisir. j'évoque. Alors, la déclaration d'applicabilité est un autre document incontournable. C'est le document qui permet, en gros, de s'assurer qu'on n'a rien oublié dans notre démarche de sécurisation. La déclaration d'applicabilité reprend les mesures de sécurité qui apparaissent dans la norme ISO 27002, qui est le pendant d'ISO 27001. C'est la norme dans laquelle euh, on- il y a une liste, en gros, de tous les domaines de sécurisation dans lesquels on est obligé de piocher pour implémenter les mesures de sécurité applicables. Et il faut bien sûr justifier les exclusions. Par défaut, toutes les mesures sont considérées comme applicables. Il y a la PSSI. PSI, selon les goûts et la politique de sécurité de l'information. Document également très important qui détaille les exigences de sécurité de l'information par domaine, hein. C'est une bonne idée de se calquer sur le chapitrage d'ISO 27002, par exemple. Charte informatique, ça couvre les aspects de la sécurité RH, ou une partie de ces aspects-là. L'appréciation des risques, donc document fondateur, et le plan de traitement des risques qui reprend le choix des traitements et les mesures de sécurisation qu'on met face au risque. Là aussi, on pourrait en parler pendant 2 heures. Il y a des formations spécifiques sur le sujet. J'y reviendrai tout à l'heure. Et après, bon, sans entrer dans les détails, l'idée, c'est d'avoir une pyramide documentaire qui se fonde sur les politiques et ensuite est déclinée dans des processus et dans des procédures de sécurité. Ce sont des documents qui, en progressant de politique, processus et procédures, baissent en niveau d'abstraction et augmentent en termes de détails.
Les processus incluent souvent des logigrammes, des diagrammes de flux et les procédures de séquence d'opérations à réaliser pour opérer la sécurité au jour le jour. Euh, je vais vous donner un petit truc qui me vaut en général les félicitations des auditeurs. Donc, avec plaisir pour le partager avec vous. C'est la gestion des politiques de sécurité dans un dépôt Git. Donc, ça va parler aux plus geeks d'entre vous. Vous savez que Git est un logiciel qui est généralement utilisé pour faire du versionning de code source logiciel. Ça permet une gestion très très fine des modifications. On a des mécanismes de merge request, d'approbation. Et dans notre entreprise, on a épousé, on va dire, ces principes pour les appliquer aux politiques de sécurité. Donc ça, c'est quelque chose que les auditeurs apprécient. Ça figure en général comme un petit point de bonne pratique dans les rapports d'audit. Et oui, les politiques sont gérées en format textuel, en Markdown, avec une moulinette qui les traduit en PDF. On peut passer au slide suivant. Alors, il fallait quand même que je fasse un slide sur la gestion des risques qui est vraiment au cœur de la conformité avec ISO 27001. Comme je le disais tout à l'heure, ISO 27001 n'est pas une norme de type checkbox, on va dire, comme pourrait être PCI DSS, où il y a un ensemble d'exigences très détaillées. Il faut cocher la case conforme ou pas conforme. ISO 27001 laisse de levier de manœuvre, de marge de manœuvre pour la direction générale. Et ça permet à la direction générale, comme évoqué tout à l'heure, de positionner le curseur où elle estime pertinent au niveau de l'acceptation des risques de sécurité. Alors, euh, il y a deux méthodologies. Enfin, il y a la norme, on va dire, qui est proche d'ISO 27001, qui fait partie de la famille 27000, qui traite de la gestion des risques, et ISO 27005, qui n'est pas considérée comme une méthodologie à proprement parler, mais plutôt comme un framework. Elle peut être déclinée dans une méthodologie comme EBIOS Risk Manager, qui est euh, dont l'ANSSI fait la promotion en tout cas. Et ça ça peut être intéressant si on veut réutiliser les démarches de conformité d'ISO 27001 pour d'autres référentiels euh, liés à l'ANSSI, comme c'était le cas dans notre cas pour Secnum Cloud. Très important, les appréciations des risques, quelle que soit la méthodologie, aboutissent à un certain nombre de scénarios redoutés. Et l'organisation est appelée à faire un choix de traitement face à ces scénarios redoutés. Alors, celui qu'on fait plus habituellement, on va dire, c'est la réduction. Donc, on se dit, euh, enfin, la direction générale plutôt se dit, le niveau de risque associé à ce scénario me paraît trop élevé. Je n'ai pas envie d'en rester là. J'ai envie de déployer des mesures de sécurité pour baisser le niveau de risque en termes de vraisemblance du scénario ou de conséquences du scénario. Donc ça, c'est le choix, on va dire, d'expérience qui intervient dans deux tiers des scénarios de risque. Il y a un autre choix qui intervient relativement souvent, c'est le choix du maintien. En gros, on accepte le statu quo. Par principe de réalisme, on considère que le traitement du risque demanderait des moyens trop importants ou alors que les actions euh, voilà, des actions seraient trop coûteuses dans le même esprit que ce que je viens de dire, ou tout simplement que le niveau de risque est acceptable, on vit bien avec. Alors, très important que ce choix ne soit pas fait évidemment par le RSSI ou le gestionnaire du processus des risques dans son coin, entre guillemets. C'est un choix très engageant qui doit être validé par la direction générale. Encore une fois, on a l'idée d'une direction générale qui s'empare du sujet de la sécurisation. Ok. Le refus de risque est une forme très radicale de réduction. En gros, exemple tout simple, on a une application web qui est considérée trop vulnérable.
Le refus de risque, ce serait de la décommissionner tout simplement, de passer à de changer d'application. Voilà. Ça arrive relativement rarement. Le partage arrive plus souvent et c'est intéressant de remarquer que les anciennes versions de la norme ISO 27005 parlaient de transfert et ça a été renommé un partage pour appuyer l'idée comme quoi la direction générale ne peut pas se débarrasser du risque. Elle ne peut pas le, le balancer entièrement à une cyberassurance ou à un prestataire. Et elle reste propriétaire du risque, mais effectivement, elle fait un trait entier pour l'aider à gérer ses risques. Ça pourrait être un prestataire de services managé de sécurité ou une assurance cyber, comme je viens de le dire. La nouvelle version d'ISO 27005 euh, expose un nouveau choix de traitement, celui d'exploitation. Euh, En gros, l'idée, c'est d'épouser le risque, d'en tirer des opportunités. Personnellement, je ne suis pas très très fan de cette idée, mais je la cite quand même. Très important pour finir sur ce slide, la direction générale doit valider, accepter les risques résiduels, c'est-à-dire les risques qui subsistent, même une fois que toutes les mesures de sécurisation ont été déployées. Des questions? Non? Je continue dans ma lancée. C'est très très clair en tout Le... cas. Vas-y. Ok, ok. Donc venons peut-être au sujet principal du webinaire, le déploiement de mesures de sécurité pour réduire les vulnérabilités. Donc ISO 27001 à travers ISO 27002 met en avant de façon très forte le principe de défense en profondeur, qui est probablement l'un des principes clés les plus importants en termes de cybersécurité. L'idée, c'est que chaque mesure de sécurité prise de façon individuelle est faillible, peut être contournée euh, et pour le coup, il faut se reposer sur un empilement de mesures de sécurité euh, dans le but, pas forcément d'arriver à un niveau de risque nul. Ça, c'est considéré impossible, hein. Si un professionnel vous dit, euh, grâce au déploiement de mesures de sécurité, vous éliminez complètement un risque, mis à part les cas très, très spécifiques de refus de risque qui s'appliquent à des scénarios spécifiques, il faut vivre avec le fait qu'il y ait un certain risque de base. Certes, qu'on essaye de garder en dessous du niveau d'acceptabilité. Alors, avec le principe de défense en profondeur, on va piocher, je dirais, dans toutes les catégories de mesures de sécurité. Donc, parfois, vous allez voir en anglais le terme security control. La bonne traduction, c'est mesures de sécurité, pas forcément contrôle. Donc, il y a trois familles de mesures de sécurité. Les mesures techniques, euh, parfois appelées aussi logiques, voire technologiques. On combine parfois les deux mots. Mesures organisationnelles et mesures physiques. Alors là aussi, on pourrait en parler pendant 2 heures, mais j'essaie de vous donner les éléments les plus importants par type de mesure. Alors, sur la mesure technique, il y a une grosse famille de mesures qui portent qui portent sur le contrôle d'accès. Le contrôle d'accès, c'est lié à la gestion des identités, au principe du moindre privilège. Le principe du moindre privilège est une autre des règles d'or de la cybersécurité. Il stipule que euh, il faut donner aux utilisateurs que les stricts nécessaires en termes de droits pour qu'ils puissent faire leur travail, ni plus ni moins. Les deux sont mauvais. Si on donne plus de droits, on s'expose à des erreurs qui pourraient avoir des conséquences négatives pour la sécurité des informations. Mais si on donne trop peu de droits, c'est pas bon non plus parce que on peut avoir des phénomènes comme quoi les utilisateurs empruntent le mot de passe aux voisins ou sont dans la capacité de réaliser leurs tâches. Donc il faut donner vraiment le strict minimum, mais le minimum suffisant pour travailler. Et donc il y a des mesures comme des revues d'accès, revues des habilitations qui permettent de, de vérifier cela.
Bon, ce que je viens de dire, c'est plutôt une mesure organisationnelle. Dans les mesures techniques, il y a l'authentification multifacteur, il y a le déploiement de fédérations d'identité, par exemple, la mise en place de mécanismes techniques pour vérifier le niveau d'autorisation, etc. Sur le cloud public, on voit souvent l'acronyme IAM, Identity and Access Management, pour englober ces mesures de sécurisation. Protection des données, ensuite, c'est quelque chose qui est facile à dire et moins facile à faire, notamment quand on parle de DLP, Data Loss Protection ou Data Leak Prevention. On peut trouver les deux acronymes. L'idée de base, c'est de déjà savoir ce qu'on a comme données, faire l'inventaire, parfois faire la découverte de données. On parle de data discovery en anglais. Et puis, de se poser la question sur le niveau de sensibilité de ces données. Donc, de parvenir à une forme de classification et de mettre en place des mesures techniques qui appliquent le bon niveau de protection en fonction de la classification. Le niveau ne sera pas le même pour des données, par exemple, personnelles, des données réglementées d'autres types, comme les données cartes bancaires, ainsi de suite. Sécurisation des réseaux, euh, ça c'est une vaste famille qui englobe tout ce qui est pare-feu, Web Application Firewall, IDS, IPS, NDR, cloisonnement des réseaux euh, par, euh, par VLAN, euh, déploiement de plusieurs niveaux de sécurité avec une DMZ et des segments du réseau plus à l'intérieur de l'organisation, on va dire. Gestion de vulnérabilité, également extrêmement importante. On peut citer des outils comme les EDR. Maintenant, on parle moins d'antivirus, on parle plus de EDR, Endpoint Detection and Response, des outils de scan automatique de vulnérabilité, par exemple, euh, qui tournent en général de façon périodique. Ensuite, bon, j'oublie certainement plein de mesures techniques, mais je pense que je vous ai donné les plus importantes. Mesures organisationnelles, comme évoqué, ISO 27001 oblige à se doter d'un corpus documentaire autour de la sécurité, incluant des politiques, des procédures, des processus, de sensibiliser autour de ça. Encore une fois, ça ne marche pas si le RSSI rédige ces documents dans son coin et qu'ils ne sont pas connus par les employés de l'organisation. Donc, ça oblige à mettre en place des mesures de sensibilisation. Et euh, pour terminer sur les mesures organisationnelles, je cite la gestion des incidents de sécurité. Ça fait partie des processus les plus importants en termes de sécurité organisationnelle. Euh, Encore une fois, hein, on pourrait en parler longtemps. Et l'idée principale, c'est déjà de se doter d'une capacité de détection à travers des mesures techniques comme le SIEM, mais aussi de se doter des processus qui vont bien autour de ça. Le processus de signalement, le processus de d'endiguement, de déclenchement d'une gestion de crise, et pour finir, hein, d'apprentissage, d'apprendre des incidents qu'on a subis. Sur la mesure physique, je passe plus rapidement, hein, on parle de sécurisation de locaux. Là aussi, on peut retrouver l'idée de défense en profondeur. Comme au niveau logique, on empilait du contrôle d'accès, du chiffrement, des mesures de sécurité réseau. Au niveau physique, pour les locaux, on peut empiler des mécanismes comme l'alarme, la vidéosurveillance, des barrières, mettre en place un registre de visiteurs avec un poste de garde, etc. Et il y a la protection des équipements. Bien sûr, on peut avoir la meilleure sécurité logique et technologique du monde, mais si on se fait voler des disques, des serveurs, et si on subit une effraction dans les locaux,
bah, tout ça peut être mis à mal. Donc voilà pour la défense en profondeur. Alors, sautons maintenant un peu plus à droite dans l'échelle temporelle. On commence, on suppose, se pose dans le cadre d'une organisation qui a fait ses devoirs, entre guillemets, en termes de déploiement du SMSI. Elle a fait son appréciation des risques. Elle a, euh, Elle a validé les choix de traitement des risques. Donc, elle a découlé de ce choix l'implémentation de certaines mesures de sécurité. Encore une fois, en s'appuyant sur l'ISO 27002 qui oblige à faire de la défense en profondeur. Donc, on commence à se dire, on pourrait envisager l'audit de certification. Et là, je partage avec vous une réflexion vraiment très pratico-pratique pour laquelle j'aimerais que le public se prononce. Alors, supposons, on vous apprêtez à choisir un organisme d'audit et votre copain, votre collègue vient vous voir et vous dit, écoute, je peux te conseiller une boîte d'audit qui est franchement très très cool. Tu peux avoir l'audit, tu peux avoir la certification sans sans trop transpirer. Euh, Si tu travailles avec cette boîte-là, tu es sûr de l'avoir, tu n'auras pratiquement pas de non-conformité. Euh, Vas-y. Alors, qu'est-ce que vous feriez face à ce choix? Je vais voir s'il y a quelques avis dans le chat. Ce sont des questions qu'on peut se poser vraiment dans la vraie vie, hein. Certes, c'est certain. Dans un monde idéal, tous les organismes d'audit sont extrêmement pointus, compétents, constructifs, etc. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une relation commerciale hein, entre l'organisme d'audit et le client final qui paye la prestation d'audit et qui n'a pas envie de se faire massacrer, on va dire. Donc, il existe certains organismes qui sont plus ou moins complaisants, on va dire. Plus ou moins commerciaux, Plus ou moins commerciaux, peut-être un voilà. peu. Oui, c'est Plus clair. politiquement correct. Ouais, non, ouais, c'est une vraie question, effectivement, parce on a envie, pour laisser quelques secondes, s'il y a des Oui, questions, on a aussi effectivement envie de décrocher cette certification-là, mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord se poser la question, est-ce qu'on n'a pas envie de se sécuriser exactement. et puis d'apprendre en fait de là-dedans, effectivement. C'est un dilemme compliqué, oui, tu as raison. Ouais, je précise que je n'ai pas d'ailleurs une réponse hyper tranchée sur la question, hein. Mais je suis curieux de voir ce que vous en pensez dans le public. Donc, je laisse encore quelques instants, sinon je vais vous dire ce que j'en pense. Toi, Marc-Noël, d'ailleurs, si tu en étais à ton tout premier audit de certification, est-ce que tu serais Hmm. sensible à l'argument d'un organisme d'audit Ben, plutôt commandant? c'est vrai que alors tout dépend de l'objectif à l'origine parce que enfin, nous chez Skills for All on a adopté 9001, on a adopté 17024, on a adopté un certain nombre de normes. Mais la toute première fois, ça peut faire peur effectivement et tu le soulignais tout au début sur la maturité de l'organisation à la problématique, ça peut faire peur parfois de prendre un organisme trop dur Hmm, et qui nous font remonter tout un tas de non-conformités. Mais en fait, là, c'est la direction générale, c'est le dirigeant qui doit se dire, OK, on va peut-être se prendre une rafale de plomb, mais on va apprendre. On va apprendre. Et comme 27 000 et un peu comme 9 000 ne donnent pas un niveau obligatoire, absolu hein, de maturité, eh ben, c'est nous qui fixons un tout petit peu la limite. Donc, c'est nous qui disons ça. Par contre, avec des normes comme 17 024, 17 065, etc., c'est ce que tu disais, tu coches ou tu coches pas. exactement. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais, toi, alors, du coup? Ça serait quoi ta Alors, réponse? je vais vous dire. Euh, je suis relativement à l'aise, honnêtement, avec le fait que pour le premier cycle, pour le tout premier audit, si on a entendu parler d'un organisme qui n'est pas trop sévère, qu'on y aille avec lui. Parce que c'est encourageant d'obtenir la certification, ça peut enclencher une bonne dynamique. Bien sûr, il faut quand même pas que ça tombe dans la complaisance, hein. Mais voilà, si on doit choisir entre deux organismes, à égalité de tous les autres critères,
Je dirais, il n'y a pas de honte à faire le choix de facilité. Par contre, on peut se rendre compte dans la durée que, qu'on cherche quand même à se faire challenger par l'auditeur. Donc, on a envie d'avoir un auditeur qui soulève bien le capot comme il faut, qui aide vraiment à travers ses remarques l'organisation à relever de façon très importante son niveau de sécurité. Donc, euh, je préconiserais, alors, on va dire, je pense qu'il est tolérable de faire les choix de facilité au début, mais par la suite, il faut s'efforcer de trouver un organisme qui sait vraiment passer au rayon X le système de management, quitte à avoir plus de non-conformité euh, pour avoir un niveau de sécurité qui s'améliore réellement de façon rapide. D'autant plus que souvent ISO 27001 est la base pour d'autres certifications. Ça pourrait être bon, Secure Cloud dans le cadre de l'entreprise pour laquelle je travaille. Ça pourrait être à la conformité à NIS2, à DORA, au RGPD. Donc, avoir un socle très solide au niveau de 27001 aide vraiment aux autres démarches de conformité. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir un rapport avec beaucoup de non-conformité. Il faut prendre ça comme quelque chose de positif. Et si tu permets que je dise un petit mot, c'est aussi le symptôme de ce que veut la direction générale. C'est-à-dire que si on reste dans un truc un peu mou avec la complaisance, mais on s'entend tous hein, quand on dit ça, en fait, le référentiel ne sera pas adopté non plus, parce qu'on sent que la direction générale n'est pas derrière. Par contre, si à un moment donné, après avoir décroché la certification d'une manière conforme, évidemment, mais avec un tout petit peu de souplesse, et qu'il n'y a pas la direction générale derrière pour dire, bon, bah, maintenant on y va, on monte en maturité, et donc on va prendre des auditeurs plus exigeants, on va former des gens à l'audit interne, on va les certifier, etc. Effectivement, ça veut dire que la direction générale est plus impliquée et va vraiment s'appuyer sur cet outil-là. Absolument, ouais, complètement d'accord. Et allez, pour finir, j'ai mis une liste de recommandations que je donne aux audités avant de passer au crible des auditeurs. Répondre de façon directe en disant encore une fois les minimums indispensables. Il ne faut pas ouvrir une surface d'attaque trop importante. J'ai déjà eu le cas d'employés vraiment très passionnés qui racontent leur vie aux auditeurs. Ce n'est pas une bonne idée en audit. Il faut vraiment s'en tenir à ce que l'auditeur demande. Dans le même esprit, laisser les questions venir, pas les anticiper. Il faut freiner son enthousiasme et s'en tenir vraiment au questionnement de l'auditeur. Ne pas critiquer le collègue d'un travail ou d'un prestataire, ça peut arriver. Alors, ça m'est pas arrivé, j'avoue, de façon très directe, mais j'ai eu des échos de certains professionnels qui utilisent les audits pour régler leurs comptes. Ça, c'est une très très mauvaise idée qui dessert l'organisation. Alors, ne pas mentir. Alors, là aussi, euh, c'est un peu bonne guerre. C'est sûr que quand on veut présenter une belle boutique, on montre la vitrine, on ne montre pas l'arrière-boutique potentiellement où il y a un peu plus de poussière, un peu plus de désordre. Donc évidemment, on cherche à présenter une image positive, mais il ne faut pas franchir la ligne rouge de mentir. Si on prend le risque de mentir et que l'auditeur s'en aperçoit, c'est catastrophique, ça détruit la confiance et c'est pas bon, ça peut porter à un défaut de certification. Et voilà, être malin, sinon, si l'auditeur laisse le choix des preuves à montrer, si on a en tête plusieurs preuves possibles, évidemment, il faut choisir celle qui est la plus favorable par rapport à l'histoire qu'on essaie de raconter. En cas de doute, il ne faut pas utiliser le mot interdit qui est normalement. Il ne faut jamais dire à un auditeur, oui, normalement, c'est bon. Un auditeur qui entend ce mot-là, il va tirer la pelote, comme on dit, expression qu'on rencontre souvent auprès des auditeurs. Il va essayer d'élucider ce normalement. Donc, si on n'a pas la réponse, il vaut mieux dire, écoutez, monsieur l'auditeur, là, j'ai pas la réponse tout de suite. Je vérifie avec les experts, je reviens vers vous. Plutôt que de dire, ouais, je crois que oui, normalement oui.
faut répondre avec un minimum d'assurance aussi. Si on dit oui, bah, et clairement, ça va pas. Il faut, même si on est sûr à 90%, il peut être légitime de prendre un petit risque et de dire oui, c'est bon, nous sommes conformes, nous faisons bien des revues des habilitations tous les 3 mois, par exemple. Même si on a eu un petit doute qu'il y a 2 ans, on avait sauté un trimestre. Alors, il faut pas donner le bâton pour se faire battre non plus. C'est exactement ce que Et disait ma grand-mère. Oui. tout à fait, la sagesse, pas l'oublier. C'est tout à fait vrai. Enfin, moi, je trouve que c'est excellent là ce que tu nous as mis dans cette petite checklist parce que c'est pragmatique. Je veux dire, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir une vue. Enfin, nous, on ne l'a pas et je pense que dans ton entreprise non plus. Il ne faut pas avoir une vue dogmatique de la norme. Sinon, on fait quelque chose qui ressemble à un exercice d'école où on veut plus qu'il y ait aucune tête qui dépasse et on passe complètement à côté de la valeur en fait qu'il y a derrière. Je trouve que c'est tout à fait vrai là, ce que tu as listé. Merci, Marc Noël. En tout cas, c'est issu vraiment, j'ai distillé mon expérience d'auditer. Je pense que j'ai dû passer dans ma carrière, peut-être pas une centaine, mais presque, vraiment beaucoup, plusieurs dizaines d'audits. Et on développe une compétence d'auditer au fil des audits. Alors Alors, du coup, il y a une question d'un des participants qui dit, oui, est-ce qu'il ne faut pas un guide comment répondre aux questions de l'auditeur? en général, ce qu'on fait en pratique, c'est que le RSSI ou le responsable du SMSI envoie, oui, une forme de guide qui ressemble un peu à ce que j'ai mis dans le slide, euh, dans un mail ou dans une page dans l'intranet, enfin un mail en général, qu'il envoie à toute la personne susceptible d'être interviewée par les auditeurs. Pousser jusqu'à faire un guide de l'audité, c'est une idée intéressante. Je n'ai pas été jusque-là dans mon expérience, mais c'est une idée intéressante. Euh, Après, il y a une question spécifique à la formation, mais si vous permettez, je pense on la reprend juste après. Je Oui. voulais juste présenter le dernier slide avec une image un petit peu humoristique, hein. Ça, c'est la vraie vie, hein. Il peut arriver qu'on s'affole un petit peu avant l'audit, on fait un grand ménage pour avoir une situation propre pendant l'audit, et puis il y a un relâchement qui suit jusqu'à la veille de l'audit suivant. Donc ça, c'est un fonctionnement qui est relativement humain, relativement naturel qu'on peut voir, mais ISO 27001 pousse à sortir de ce mode-là et à faire tourner les mécanismes d'amélioration continue tout au long de l'année, sans attendre de se retrouver dos au mur face à un audit. Donc, attention au risque de relâchement après avoir obtenu le premier certificat. Il faut s'efforcer de faire vivre les processus de management tout au long de l'année. Et c'est l'assurance pour ne pas avoir de mauvaises surprises à l'audit suivant. Ça, c'est particulièrement vrai encore. Parce que c'est vrai qu'il y a le relâchement post-audit, post-certification, où on se dit, bon, c'est bon, il y a eu un certain nombre de points qui ont été relevés, des points sensibles, etc., des points d'amélioration, mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Et le run nous resubmergeant, ben, on repousse ça à l'audit suivant, et c'est là où on se retrouve en catastrophe à devoir corriger tout un tas de situations. Et c'est aussi à quoi servent ces audits annuels finalement, de nous laisser, de nous imposer un rythme d'amélioration continue et de correction des erreurs, d'anticipation des erreurs, qui sinon, il faut bien l'avouer, enfin, je ne sais pas ce que toi tu as vécu dans tes différents audits, on pourrait t'amener à lever le pied un petit peu. Oui, c'est relativement humain, hein. C'est dur, honnêtement, de gommer entièrement ce mauvais réflexe. Mais au Mhm. fil de la montée en maturité, ben, on parvient à faire quelque chose qui tienne dans la durée. C'est vers ça qu'il faut tendre, en tout cas. Exactement. Très bien. Eh ben, écoute, est-ce que tu as fait le tour de ce que tu voulais annoncer? Tout à fait. Alors, on a mérité le cadeau. Alors, le cadeau, il est tout simple, euh, mais vraiment, il nous fait plaisir, ça nous fait plaisir de vous l'offrir. C'est une réduction sur une autre formation, soit 27001 Lead Implementor, soit une formation 27001 Lead Auditor.
Et donc, on a pris, alors on n'a pas tapé, on a tapé un peu fort, on a dit moins 250 euros. Alors, c'est une formation qui vaut un petit peu plus de 2500 euros aujourd'hui. Et on fait cet effort-là parce qu'on a envie de massifier la connaissance autour de 27001 parce que c'est une norme extraordinaire. C'est vraiment la norme qui répond aux problématiques de cyber. Alors, il y a tout un, comme disait Juliano tout à l'heure, il y a tout un aéropage comment dire, d'autres normes. La 27002, elle est très, très complète avec toutes les réponses en termes de sécurisation qui peuvent exister dans plein, plein de domaines. Mais 27001, ça reste vraiment le socle. Voilà, le socle de ce qu'il faut mettre en place. Et donc, on vous propose ça. Moins 250 euros, c'est quand même considérable, mais on est heureux de pouvoir vous en faire bénéficier. Et puis, il y a quelque chose de tout, tout nouveau, là, qui date d'hier, pour être absolument transparent avec nos amis qui nous écoutent. On a un paiement maintenant jusqu'à 36 mois. Donc, si jamais vous n'avez plus de CPF, si jamais vous n'avez pas de solution de financement à cette hauteur-là, en 2, 3, 4 fois sans frais, on peut aller jusqu'à 36 mois. Ça devient un prêt à la consommation, mais c'est complètement transparent. Ça se fait en ligne. Vous avez le résultat en même pas 48 heures, quelques informations à fournir, etc., quelques documents, parce que ça devient un prêt à la consommation. Donc, évidemment, il y a quelques vérifications de la part de notre établissement bancaire partenaire. Mais c'est quelque chose qu'on sait faire. On sait financer sur 36 mois une formation de ce type-là. Et on sait vous la financer également si vous avez un petit peu de CPF. C'est-à-dire vous prenez ce qu'il y a sur le CPF et ce qui vous manque, eh ben, on peut le financer en multi-mois ou en multi-mensualité. Il y avait une question sur, voilà, je voudrais bien je suis intéressé par lead auditor, mais je n'ai pas encore d'expérience sur ce domaine-là. Alors, vous pouvez passer une formation, le 27 000 lead auditor, même si vous n'avez pas fait d'audit à date, parce que justement, l'objectif, c'est que pendant la formation, vous réalisiez un audit et qui puisse consolider voilà, tout ce que vous avez appris pendant la formation. Donc, il est tout à fait possible, si vous vous engagez en fait à réaliser un audit pendant la formation, que vous puissiez suivre la formation et passer la certification à la fin. Donc, il n'y a absolument aucun problème à ça. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Giuliano? Non, je pense qu'on a fait le tour. Là, je vous encourage tous à, à vous former et à vous lancer avec détermination dans la certification de vos organismes. Absolument, absolument. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire de monter en maturité, d'amélioration en fait du niveau de sécurité. Vous rentrez dans une démarche qui est une démarche de construction et qui n'est pas du tout une démarche de contrainte, une démarche de fatigue, de joug. Au contraire, c'est vraiment que toute l'organisation monte en maturité et puisse faire face à des problèmes de cybersécurité, malheureusement le cas échéant si elle se matérialise. Giuliano, j'ai été ravi, on a tous été ravis de t'écouter. C'est toujours Moi extrêmement aussi. intéressant et clair. Et voilà, je vous encourage tous et toutes à revenir une prochaine fois lors d'un prochain webinaire qui parlera très certainement soit de référencement naturel ou d'intelligence artificielle parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes sur ces sujets-là et on aimerait pouvoir partager quelques petites choses. Merci à tous, merci Juliano, à Merci, très merci bientôt. Marc-Noël, merci à tous. À Merci. bientôt.